Salut les gens, bienvenue sur la boîte à outils photo de Champix. Ici nous profitions d'un affût durant lequel j'attends le martin pêcheur afin d'évoquer comment je choisis mon ouverture, quel réglage je choisis pour l'ouverture en fonction du final que je veux sur mes photos, l'ouverture sur le terrain. Je vous explique tout ça en détail après le générique. Salut les gens, alors je réponds à diverses questions qui m'ont été posées maintes et maintes fois sur comment je choisis mon ouverture dans cette vidéo. Avant toute chose, je vous remercie pour tous les likes que vous disposez sur ma vidéo. Je salue mes deux petits copains qui, encore une fois, sont toujours là pour disliker mes vidéos. S'ils pouvaient me dire ce qu'ils attendent de mes vidéos plutôt que de disliker, ce serait pas mal. Ceci dit, si mon travail vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie de progresser en photo et en vidéo à mes côtés, je vous invite à opter pour une offre de souscription qui vous permettra d'accéder à des cours avec moi et avec d'autres ou en individuel. Pour ceux qui le souhaitent, laissez-moi un petit tip, ça fait toujours plaisir, ça permettra d'aider au développement de la chaîne. Ceci dit, continuons sur la vidéo sur l'ouverture. Alors, dans un premier temps, je vais classer cette vidéo en 3 domaines bien distincts les uns des autres. C'est-à-dire que je vais classer cette vidéo pour la macro, ensuite pour l'animalier et pour finir, les paysages. Alors, pourquoi je commence par la macro ? Tout simplement parce que vous trouverez sur la chaîne pas moins de 6 vidéos traitant de la macro sur le terrain. Je vous invite à aller voir ces 6 vidéos. Vous verrez, vous trouverez une mine d'informations quant à mes trucs astuces, quant à mes réglages, quant à l'ouverture, etc., etc. Tout cela dédié en long et en large pour la macro proxy photographie. Donc, allez voir ces vidéos. Ici, je n'évoquerai que très succinctement l'ouverture en macro. Ensuite, pourquoi j'ai fait le distinguo entre l'animalier et le paysage? Tout simplement parce que la gestion de l'ouverture ne sera absolument pas la même. Vous n'allez pas opter pour des ouvertures systématiquement les mêmes, que ce soit en paysage, en macro ou en photographie animalière. Il faut avoir une autre dimension de réflexion par rapport à ces 3 domaines qui sont vraiment très distincts les uns des autres et qui n'ont rien à voir en commun. Comme je vous l'ai dit, la macro, je vais survoler succinctement le sujet parce que, encore une fois, il y a 6 vidéos dédiées au sujet, donc il y a largement de matière à ce que vous puissiez obtenir réponse à vos questions et acquérir des réflexes par rapport à cela. Donc la macro, vous allez réfléchir ouverture parce que vous allez réfléchir bokeh et vous allez réfléchir profondeur de champ. Voilà. C'est pour cela que personnellement, comme je le dis dans les vidéos sur la macro, je travaille systématiquement entre f2.8 et f4, 5, 6, mais très rarement f8 et au-delà. Je reste vraiment dans la fourchette 2.8, 5, 6, et encore 5, 6, j'y vais très très rarement. Dès à présent, parlons, si vous le voulez bien, de l'animalier et de ses particularités. En animalier, je vais réfléchir à mon ouverture, non pas par rapport au bokeh, même si il intervient évidemment dans le choix d'ouverture. Il ne faut surtout pas négliger son bokeh en animalier, mais je dirais que il intervient en deuxième choix. Vraiment le premier choix. Quant au choix de votre ouverture, vous devez privilégier votre ouverture en fonction de la qualité de la lumière que vous allez apporter à votre capteur. Et je parle bien de qualité, je ne parle pas de quantité. Évidemment, la quantité de lumière que va apporter votre objectif en fonction de l'ouverture à votre capteur est non négligeable. Nous sommes bien d'accord. Plus vous allez ouvrir grand, plus vous aurez de la lumière. Ça, nous l'avons largement évoqué. Mais là, je parle bien de qualité parce que vous avez vu qu'à chaque fois que je teste un objectif sur le terrain, je vous parle de diffraction, je vous parle d'aberration chromatique, etc., etc.
eh bien toutes ces notions qui peuvent nuire à votre photo sont intrinsèquement liées au choix de l'ouverture. Donc dans ce cas, je vais choisir une ouverture qui va me permettre d'apporter la plus belle lumière possible à ma photo. Et c'est en cela qu'il est très important de bien connaître son objectif et ses caractéristiques. Parce que en connaissant les caractéristiques de votre objectif, vous savez qu'à partir de telle ouverture, il est très bon, et qu'à partir de telle ouverture, ou entre telle et telle ouverture, il est beaucoup moins bon. Et bien justement, lorsque je fais mes tests, je vous dis principalement qu'entre par exemple f4 et f8, c'est là que les performances de l'optique sont les meilleures. Et bien, je vais choisir mon ouverture en fonction de ses performances. Donc, si je suis avec un objectif qui ouvre à 2.8 par exemple, eh bien je vais me mettre à f4, entre f4 et f8. Là, je sais que l'objectif sera le meilleur. Par contre, si j'ai un objectif qui ouvre au-delà de f4, par exemple le 200-600 qui ouvre à 5.6.6.3, eh bien je vais aller me mettre à f8, parce que je sais qu'à partir de f8, il sera bon, et jusqu'à f11 par exemple. Mais par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'ouverture donc influence la quantité de lumière sur votre capteur. Plus vous allez fermer votre objectif, plus vous aurez une profondeur de champ optimale et un bokeh dégradé, puisque la profondeur de champ sera optimale, mais au-delà de ça, vous allez apporter de moins en moins de lumière à votre capteur. Et la qualité donc de cette lumière va se dégrader énormément à chaque fois que vous allez augmenter l'ouverture, enfin, vous allez diminuer l'ouverture d'un IL de votre objectif. C'est donc en cela que je vous dis, personnellement, je choisis mes ouvertures entre f8 et f11, par exemple pour mon 200-600 ou pour mon 100-400, mais je vais vraiment à titre exceptionnel au-delà de f11, et pour tout vous dire, en fait, je reste systématiquement à f8. Je ne bouge jamais de f8 lorsque je suis en animalier. Tout simplement parce que la qualité de la lumière est optimale et que la quantité de lumière par rapport justement au rapport, nous allons dire, signal-bruit, que je vais pouvoir obtenir sur mon image sera la plus judicieuse possible. À présent, si vous le voulez bien, parlons de paysages. Et pourquoi je mets les paysages en dernier? Parce que les paysages, pour ma part, c'est vraiment, nous allons dire, le plus compliqué à gérer, parce que tout dépend de l'ambiance lumineuse dans laquelle vous allez être. Si vous faites de la Voie lactée, eh bien, inutile de vous dire qu'il va falloir ouvrir votre objectif le plus possible. Donc, les déformations de lumière, les aberrations, etc., là, on fait un petit peu une croix dessus. Nous allons choisir la lumière par rapport à la qualité. Comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, de toute manière, à chaque fois que vous allez faire un choix, que ce soit dans les 3 exifs, cela va être obligatoirement au détriment des 2 autres. Il faut en permanence faire des concessions. Vous ne pouvez pas gagner sur les 3 tableaux en même temps, il y aura toujours un moment donné où vous serez perdant. Mais il faut être bon perdant et savoir judicieusement perdre pour gagner sur une belle photo. Revenons au paysage, si vous voulez bien. Donc nous avons vu qu'en photographie astro, par exemple, vous allez ouvrir votre objectif le plus grand possible. Si vous avez un f4, vous ouvrez f4. Alors, les puristes vous diront, bah si tu as un f4, tu vas ouvrir à f4, mais non, ouvre à f1.8 ou à f2, ça sera bien. Oui, ils ont probablement raison. Et personnellement, c'est aussi un petit peu la politique que j'adopte dans mes photos astro, même si vous savez que je débute en astro, donc je me fie aux conseils des autres. Et il ne faut pas avoir peur de se fier aux conseils des autres, à condition que les conseils des autres soient argumentés et justifiés. Il faut savoir pourquoi ils vous donnent des conseils de cet ordre-là. Après, si vous avez un maître en astro photo qui vient vous donner des conseils, comment dire que... oui monsieur, je vais faire comme vous dites. Faut être lucide. À un moment donné, si vous avez quelqu'un qui maîtrise son sujet sur le bout des doigts, vous n'allez pas remettre en doute ses propos et ses questions. Soyons cohérents et concis. Je vous ai parlé en premier lieu de l'astrophoto parce que c'est un petit peu un domaine particulier. Et comme vous l'avez compris, c'est vraiment à ce niveau-là où il faut vraiment faire des concessions, mais des concessions qui sont importantes parce que il faut privilégier la qualité de la lumière.
et là c'est indéniable. Ensuite, le paysage à proprement parler, eh bien je vous dirais que tout dépend d'où vous voulez votre netteté, puisque je vous rappelle que la conception d'une photo et la composition d'une photo vous est propre, et cela vous est notamment propre qu'il s'agit de votre esprit critique et artistique. C'est à vous de composer votre photo en fonction de vos sensibilités, de vos envies et de vos souhaits. Encore une fois, réfléchissez au rendu final que vous avez envie de donner à votre photo. Donc en ce qui concerne l'ouverture par rapport, nous allons dire, au paysage, eh bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Je fais encore une fois une cote mal taillée entre f8 et f11. Là, ce n'est pas par rapport à la quantité de lumière, mais c'est la profondeur de champ qui prime. Et je parle de profondeur de champ, je ne parle pas de bokeh, puisqu'il vous faut une zone de netteté la plus grande possible sur votre paysage, que ce soit coucher de soleil, lever de soleil ou autre. Petite exception, si vous avez par exemple une cascade et que vous n'avez rien derrière la cascade puisque c'est de l'eau qui tombe. Donc potentiellement la profondeur de champ est assez limitée. Là vous pouvez vous permettre de descendre votre ouverture de manière à apporter plus de lumière à votre capteur. C'est-à-dire que de f8 vous pouvez passer à f4 ou voire même f2.8 ou même à f1.4 si vous avez besoin. Là la profondeur de champ il n'y en a pas puisque c'est la cascade qui fait que c'est la zone de netteté absolue. Attention, quand je dis il n'y en a pas, il ne faut pas négliger le premier plan. Mais le premier plan, bien souvent, vous pouvez un petit peu le flouter. Tout dépend, encore une fois, du rendu artistique que vous voulez au final. Faites des essais. Essayez, essayez, essayez. Comme je vous ai toujours dit, il faut toujours faire des essais. Donc, si nous voulons faire une cote mal taillée et un résumé de cette petite vidéo, en macro-photographie, personnellement, je me situe entre f2.8 et f4, f5.6 grand maximum, comme vous le savez. En photographie animalière, je suis à f8, quelles que soient les circonstances, parce que je privilégie la qualité et la quantité de lumière, je fais un mix des deux, je fais un compromis. Et f8 me paraît le meilleur des compromis par rapport à la quantité et la qualité de lumière que j'apporte à mon capteur. Et en paysage, eh bien, tout dépend de ce que vous allez photographier, mais je vous dirais que entre f1.4 selon les objectifs et f11, pour moi, c'est voilà, c'est la cote mal taillée. Il faut ouvrir ou fermer votre objectif en fonction de la profondeur de champ que vous voulez au final ou que vous avez à votre disposition. Rien ne sert à ouvrir à f16 si vous avez une cascade d'eau qui coule devant vous et vous voulez faire une pause longue. Vous allez apporter à partir de f16 des déformations en photo qui vont nuire à votre photo. Mieux vaut ouvrir plus grand et opter pour des filtres ND. Là aussi, il y a des vidéos sur la filtration disponibles sur la chaîne. J'espère que toutes ces petites informations vous auront été utiles. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, abonnez-vous, faites des photos.